Épisode numéro 5 de ce podcast formidable. Et le retour d'Hugo. Le retour d'Hugo qui mien. n'était pas là au dernier épisode. Hugo était au ski. Padel Noche numéro 5, Hugo. Exactement. Un bel épisode. Je suis très heureux de revenir. Repasser un petit peu une tête en cuisine, préparer un petit apéro. Vous verrez. Bien sûr, c'est toi qui prépares l'apéro à un invité exceptionnel. On rappelle nos premiers invités. On a eu un influenceur, un créateur de contenu, monsieur Big Colombien, fan de paddle. On a eu le journaliste Thibaut Vézirian, fan de paddle. On a eu monsieur Jason Brokers, un humoriste fan. Pétri de talent. Ouais, bravo. Et nous avons eu Florent Cinema Pongol également, un ancien footballeur qui joue au paddle quasiment tous les jours. Et aujourd'hui, ouais. qui on reçoit? Aujourd'hui, un invité super, un petit peu différent. C'est un ancien rugbyman, c'est un politique. De toute façon, dessous la vidéo YouTube, vous avez vu avec qui on était, donc je ne fais pas plus de suspense. Mais on reçoit un super invité aujourd'hui pour un grand format qui va tourner autour du parcours de monsieur Pierre Rabadan, s'il vous plaît. Pierre Rabadan, il arrive tout de suite. Sous vos applaudissements. Et voilà, monsieur Pierre Rabadan, merci beaucoup d'être avec nous. Salut à tous, bonjour. Salut. Un invité spécial, un grand format aujourd'hui autour de toi, Pierre. On se tutoie. Tout un programme, bien sûr. Voilà, c'est la bonne franquette. L'idée, c'est de parler de paddle. Le point commun de tous les invités, c'est qu'ils aient fait au moins une partie de paddle dans leur vie. Ouais, ça marche. Donc, si tu en as déjà fait une J'en fois. ai déjà fait. Ouais. Ok, c'est magnifique. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Ouais. Très grand joueur de rugby, multiple titré en championnat de France. Puis la bascule vers le monde politique, Ouais. les Jeux Olympiques. On va parler de tout ça. Mais avant, on aime bien le paddle, c'est aussi l'apéro. Ah, Le rugby, je crois que c'était un peu ça aussi. Est-ce que ça se perd la troisième mi-temps en rugby ou pas? je sais pas, ça fait 10 ans que j'ai arrêté quasiment. Tu traînes donc plus je du sais tout pas. dans ces sphères-là? Si, mais quand t'es supporter, ça se perd pas. Voilà. Après, les joueurs, bon, je crois que maintenant, non pas que nous, on n'était pas sérieux ou pas surveillés, mais il y a une attention plus forte aussi, y compris parce qu'il y a eu des affaires complexes Ouais. ces derniers mois. Ouais. Et qu'il y a une responsabilité, alors que moi et la plupart de ma génération, on avait quand même l'impression d'avoir, peut-être qu'il y a un peu moins maintenant, Ok. et qu'il faut quand même rappeler que quand tu joues pour ton club, tu représentes une ville, tu représentes un club, tu as aussi une responsabilité, et puis tu as valeur d'exemple aussi. Donc même quand tu es après un match ou en dehors d'un stade, tu portes ça toujours avec toi, quoi. Ouais, bien sûr. Donc il y a ça, et évidemment encore plus à l'échelle d'une des équipes nationales. Ouais, complètement. Mais non, je pense que ça se perd pas, mais ça doit être peut-être plus encadré parce qu'il y a peut-être moins d'autocontrôle. On va dire Peut-être ça moins comme ça. d'autocontrôle. Et puis aujourd'hui aussi, avec un monde médiatique qui est au taquet de tout. Oui, les réseaux sociaux ont changé aussi ouais. beaucoup de choses, évidemment. Ouais. Et le rugby s'est professionnalisé de plus en plus. Alors, l'avantage du paddle, c'est que ça reste encore un peu plus light. Et d'ailleurs, les joueurs, nous, sont encore très accessibles. Parce que c'est très agréable de pouvoir avoir facilement des joueurs en interview, etc. Ça va aussi changer parce que ça monte. Mais en attendant, l'apéro, donc, j'y étais avec Hugo. Hugo, c'est celui qui est derrière le comptoir. Voilà, chaque épisode, c'est moi qui fais un petit grignotage pour vous. On va Cool. discuter autour d'un bon petit plat. Donc je suis allé voir un peu d'où tu venais. Ouais. Et j'ai vu donc que tu es né à Aix-en-Provence. C'est ça. Voilà, donc je suis allé chercher un peu dans le sud qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de sympa à faire, d'assez simple aussi, pas un plat mijoté. Et donc là, retour du soleil, ça sent l'apéro, comme tu dis. Oui. Je nous ai concocté une petite anchoyade. Pas de problème avec les produits de la mer. Parfait. Bah non. Super. Donc voilà, des anchois, des olives, de l'ail, tout ça mixé. Je vais finir de préparer ça avec des petits croutons, des Génial. petites olives, un petit pimentos du Pays Basque. Magnifique. Et puis avec ça, si on peut te servir un petit verre, je sais pas si tu veux sans alcool, avec alcool. J'avais un petit rosé. Moi, je vais avec alcool. Hein. Ouais, ben moi, je suis invité, je suis l'hôte. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pris un petit rosé, un petit Côte de Provence. Ouais, pareil, bah, pour rester dans le ça thème. fera l'affaire. Ça fera la J'allais dire, normalement, avec une anchoyade, tu sers un pastis. Mais bon, mais bon, le rosé, c'est très bien. On n'a pas la licence 4. Ah merde. Ouais. On reste sur du léger. Ah, mais c'est parfait. Rosé ou bière, C'est si tu parfait. préfères. Non, rosé, c'est Rosé. bien. Ouais. Et en plus de ça, anchoyade avec des anchois fumés. Oui, ça, je suis allé chez le poissonnier, il avait plus d'anchois normaux. Je me suis dit, Ouais, qu'à ouais. cela ne tienne, on va revisiter un peu, du coup ça te donne une petite typicité un peu. Et ma foi, je trouve ça très bon en tout Oui, cas. c'est Je très te sympa. dirai ce que j'en pense. Ah bah, J'espère, sans et avec pitié. sincérité. Bien Ça sûr. marche. Donc Hugo va nous préparer le J'y petit pars. apéro. C'est parti. Déjà, le petit rosé parce que on a la gorge sèche. Pierre, né à Aix-en-Provence. Toujours. T'y retournes souvent. Ouais, j'ai ma famille
et vis là-bas. Mes amis d'enfance avec qui Ok. je suis évidemment toujours en contact, j'y retourne pas assez, surtout ces dernières années. J'ai eu assez peu de temps Ouais. en dehors des projets qui m'ont animé. Mais oui, bien sûr. Puis ça reste forcément. J'ai passé beaucoup plus de temps à Paris qu'à Aix maintenant, vu mon âge avancé. Mais je suis parti à Paris à 18 ans. Voilà, Ouais. donc voilà, j'ai pas à choisir entre. Voilà, j'ai grandi là-bas, je viens de là-bas, j'ai des attaches très très fortes. Et puis ma ville, c'est aussi évidemment Paris, et j'y ai fait ma vie. D'adulte Bien sûr. et voilà, et c'est deux jambes sur lesquelles je suis bien, j'ai Bien des installé. bons appuis. Voilà. Et Paris, du coup, c'est oui, comme tu dis, c'est ta ville plus que jamais, puisqu'on rappelle quand même ta carrière au Stade Français, carrière de rugbyman professionnel. Pour ceux qui connaissent pas Pierre, les plus jeunes d'entre nous, moi je me rappelle très bien de toi. Pour moi, tu participes au virage du rugby. Moi j'ai 40 ans, donc Ouais. t'es un petit peu plus âgé que moi. 45, je vais voilà. avoir cette année. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment le rugby qui rentre dans le monde un peu du spectacle avec Max Guazzini. Toi, tu es au Ouais. Stade Français à ce moment-là. C'est le Stade de France. C'est les matchs au Stade de France déjà. 80 000 personnes, les gros duels Stade Français-Toulouse, avec les drapeaux dans tous les sens. On Ouais. ne voyait pas ça. Les drapeaux qui nous attendaient sur les fauteuils. Les tenues roses bien flashy, l'époque aussi des calendriers, etc. Donc c'est tout ce monde-là. Et moi, ça me rappelle, ta carrière m'évoque cette période-là. Oui, Donc 17 ans au Stade Français. C'est ça. Et donc tu as participé vraiment, toi, à cette époque-là. Max Guazzini, c'est ton époque. Oui, bien sûr. Je suis arrivé, moi, en équipe pro en 99. Donc, ça faisait un an que j'étais à Paris. J'avais eu la chance d'arriver dans une équipe où on a été champion de France junior. Et l'année d'après, je suis passé avec les pros. Et effectivement, c'était vraiment le début de l'ère professionnelle du rugby. Et Max Guazzini, à l'époque, et avec la génération de joueurs exceptionnels qu'on avait, Diego Dominguez, évidemment, Christophe Dominici, Franck Combat, voilà, d'autres. Bergamasco, c'est Voilà, cette époque. ils sont arrivés après, les deux frères, David Oradou, voilà, Ouais. Hervé Chaffardon. Enfin, voilà, ça parlera aux vrais aficionados du Ouais. rugby, mais c'est cette génération où effectivement on nous a fait faire des choses qui n'existaient pas. Ouais. Donc c'était assez cool, mais en même temps, ça nous donnait une obligation de résultat parce que si tu faisais ça mais que tu gagnais pas, tu passais clairement Pour un guignol. voilà, exactement. Et donc pour légitimer tout ça, il fallait être aussi performant sur le terrain. Ouais. Mais on a vécu des trucs assez incroyables alors qu'on était un club pas du tout structuré. Voilà, les matins, on savait pas où est-ce qu'on s'entraînait. On recevait des messages pour nous dire il faut changer de site. Enfin, voilà, on était vraiment dans le développement du professionnalisme. Mais on en a fait une force. Ouais. Voilà, et ça, c'était cool. Et effectivement, il y a eu des trucs absolument incroyables. Avec le recul, c'est toujours comme ça, hein, l'histoire. Comme tu l'as très bien fait, on met cette succession de aller faire des matchs de saison régulière au Stade de France, voilà, participer à des calendriers. Et je me rappelle très bien quand on a fait le premier, où on rigolait, quoi, parce qu'on Ouais, pensait bien que sûr. personne allait regarder ça. Enfin, Et que ça a c'était. cartonné. Et c'est devenu un truc qui se vendait à 300 000 exemplaires. C'était devenu carrément une source de revenus pour le club. Ouais. Voilà, avec Les deux du stade, un ça marketing, exactement. C'était le club qui était un peu à la tête du truc. C'était que des joueurs du Complètement. Stade Ouais. Français. Alors, initialement, c'était ça. Ok. Et après, il a ouvert à des joueurs de l'équipe de France, des autres clubs Ok. étrangers. Enfin, voilà, il y a eu même d'autres sports. Il y a eu beaucoup de sportifs qui appelaient même pour en faire partie à un moment. Donc, c'était devenu un objet assez drôle. Et puis, il y a eu les tenues roses, tu l'as dit. Aujourd'hui, ça paraît normal parce que Ouais. tout sport confondu, quasiment tous les clubs ont une tenue rose. Ouais. Que Le maillot voilà. serbe, souvent, il est rose. Exactement. Mais à l'époque, il n'y en avait personne. Et quand on a sorti, je me souviens, mais comme si c'était hier, du moment où il nous a sorti le premier maillot, on allait jouer à Perpignan en plus, tu vois. Donc, déjà qu'on était rarement accueillis de manière neutre, Oui. parce que quand t'es Paris, t'es toujours bien accueilli là où tu vas jouer ailleurs, quoi, en France. Mais là, à Perpignan, c'était un des lieux les plus hostiles. Ouais. Alors quand on a débarqué en maillot rose là-dedans, voilà, donc évidemment on a plein de souvenirs, plein d'anecdotes, mais qui ne pouvaient être validés, fonctionner ou créer un nouveau modèle comme ça a fini par le faire que parce que on avait des résultats sportifs. C'est ça, c'est que derrière ça assurait. Preuve en est, c'est que toi tu as 4 boucliers de Cinq. bonus. 5, pardon. Ouais. Oh là 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 là, tu vois, ça on bascule. Voilà, regarde Aurel. Alors Aurel est derrière et en régie. Aurel, il bascule dès qu'il entend un bruit de bouchon, il bascule sur le gros. Bah, ça parlait de maillot rose.
Oui. Ouais. Voilà. Oh là là, merci. C'est pas Voilà, mal. quelle transition. Et alors, là, on est plus sur un petit rose éclair, comme on dit. Ouais, nous, Les- c'était plutôt rose Vous, c'était fluo, rose- quoi. Ouais, fluo de chez fluo. Ouais. Les éclairs, peut-être déjà, mais le rose fluo, on s'en rappelle. Ouais, mais après, les éclairs par rapport au rose, Non, on l'oubliait. tu fais pas trop Ouais. attention. Et c'est vrai que dans le monde du rugby, du sport en général, et Ouais. du rugby en particulier, les 15 gaillards d'un mètre 95, 100 kilos qui débarquaient avec les maillots roses un peu moulants, ça Ouais. dénotait, ouais. Ouais, non, Et c'était on s'en pas du rappelle. tout, c'était pas exactement, mais c'était, voilà, nous, on prenait tout ça comme un peu d'excentricité, mais en même temps, voilà, on s'est créé une identité autour de ça et on a essayé d'en faire vraiment une force collective. Ouais. Et ça nous a servi aussi, hein, et puis on était porté, voilà, par cette, ces innovations, cette nouveauté, cette nouvelle manière de voir le sport et le rugby, de développer le marketing autour d'un sport qui devenait professionnel. Ouais. Voilà, donc c'était génial de vivre ça parce que pour le coup, on savait que c'était le début et donc tu essuies des plâtres, mais en même temps, tu vis des trucs que les autres derrière ne vivront plus, quoi. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, il reste qu'un club à Paris, hein, parce que le Racing, C'est c'est 92. Plessis-Robinson, voilà, le 92, Nanterre, Colombes, etc. L'apéro arrive, Et voilà. l'Anchoyade. C'est élégamment présenté. Magnifique. Et oui, donc le stade Par contre, français, tu fais bien de le rappeler. Je m'entends plus que dans une seule oreille. Attention, Je sais pas ce qui s'est passé. attention, problème Petit problème technique. technique, Alors ça. ça, c'est classique. S'il n'y a pas de problème technique, on a fait une mauvaise émission. Tu t'entends que dans une oreille. Si tu bidouilles, Ouais, je sais pas. Ouais, c'est bon, là, c'est bon. là c'est bon. Allez, tout. J'ai même pas pris de décharge. Normalement, il n'y a pas trop de décharge. Santé, Pierre, merci Allez. beaucoup. À la vôtre. Allez, Chin, donc c'est un rosé de Provence. Donc voilà, on est dans le thème. Un petit rosé clair. Moi, je bois pas trop de rosé. Mais c'est vrai que en terrasse au soleil, on n'est pas malheureux, quoi. Ouais, puis voilà, quand on en a quand même suffisamment souffert de l'année qui vient de passer en termes de météo Oui, à Paris, on a eu beaucoup de pluie. ouais. Et on a là, le droit il de refait profiter. beau depuis une semaine. Voilà. Et les bars, C'est cool. et les bars, toi, t'es concerné parce qu'on reparlera de ton volet maire adjoint, alors au sport, mais la vie parisienne t'intéresse au global. Nous, on est des anciens gérants de bars et de restos avec Ouais. Hugo, qui est mon frère. Et donc, je peux te dire qu'en avril, quand les terrasses éphémères arrivent, Ouais, que ça y est, t'installes ta 1er terrasse, avril. et puis ça bosse. Et puis là, cette semaine-là, donc on pense à tous nos amis barman, restaurateurs qui ont eu des mois toujours Ouais. compliqués. Et quand il fait beau et que les terrasses sont sorties, c'est le pari qu'on aime. Donc ça fait plaisir. Donc on fait ça ensemble. Ça, dès qu'on a 2 petites secondes, on va le goûter. Ouais. 4 titres de champion de France. 5. 5, putain, je veux t'en enlever un. Pourquoi je t'en enlève un? 5 titres de champion de France. Ouais. 2 finales de Coupe d'Europe. Ouais. 2 finales perdues. 2 finales perdues. Ouais. Ça reste dans ta carrière de rugbyman, tes grands regrets, ils sont là ou... Ouais, alors au regret, je sais pas si on peut dire ça aujourd'hui, mais souvent quand on me demande quel est mon premier souvenir, c'est plus une défaite que les victoires. Ouais. Mais évidemment, j'ai eu la chance de beaucoup gagner déjà, il faut le dire, parce que c'est un sport collectif et tu t'inscris dans une histoire collective. Donc j'ai eu aussi, j'ai pris ma part là-dedans, mais j'ai été aussi très bien entouré d'excellents joueurs et d'un bon collectif, ce qui m'a permis d'avoir plein de titres. Il y a des joueurs qui n'ont jamais eu cette chance-là, Bien même sûr. des grands internationaux. Ouais. Donc je sais le privilège que j'ai eu là-dessus, mais évidemment, j'ai deux finales de ce qu'on appelle la Champions Cup maintenant, qu'on a perdu. Et aussi une perdue aussi en challenge, qui est la deuxième européen. Coupe d'Europe. Même 2 aussi. Ah ouais. Ouais, on compliquait les finales de Coupe d'Europe, histoire difficile. Mais une avec beaucoup de regrets, parce qu'on a perdu dans les prolongations et que finalement on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Contre Toulouse ou... Contre Toulouse, Ok. en 2005. Je pense qu'on a fait plein d'erreurs, staff, joueurs, une préparation sans doute pas optimale, etc. Mais malgré ça, il y avait la place, comme on dit. Et voilà, on perd dans les prolongations. Et cette année, elle est dure parce qu'après, on va en finale du championnat en battant Toulouse après après avoir perdu la finale de la Coupe d'Europe. En battant Toulouse en demi et on joue Biarritz en finale et on perd aussi dans les prolongations. Ouah, Ce qui arrive alors jamais qu'au au rugby, rugby. c'est très rare. Tu vois, Ouais. je crois que j'en avais jamais fait. Cette Ah, année-là, la on vache. perd les 2 finales, les 2 en prolongation. Donc ça a été un gros traumatisme. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, voilà. Après, évidemment, on se souvient aussi beaucoup des aventures, parce qu'un titre, quand tu perds, tu te rappelles que de ça. Mais un titre, c'est aussi une aventure sur toute une saison. Et voilà, il y a des moments qui restent gravés. Il te reste que ça quand tu t'arrêtes. Hein.
quand tu t'arrêtes, il te reste les souvenirs que tu as avec les joueurs. Et des avec médailles, qui t'apportaient ça. tu gardes quoi toi en Alors, souvenir on garde, quand tu as un titre de champion, tu as un petit bouclier. T'as un mini bouclier Ouais, t'as un Brennus mini bouclier qui a changé d'ailleurs entre le début et la fin de ma carrière. Parce que, D'accord. la spécificité, c'est que ma première année pro en 2000, j'ai été champion et ma dernière aussi en 2015. Bouclé. Voilà, donc c'était assez sympa de finir aussi sur un titre. Et donc oui, les boucliers ont changé, mais tu as un bouclier. Et à l'époque, la Ligue donnait une médaille, mais je crois qu'ils le font plus aujourd'hui. Ok, mais donc tu as une trace physique de Ouais, ces titres-là, tout à de fait. ces 5 5 titres. mini boucliers. Alors, j'y tiens parce que d'abord, ils ont été difficiles à obtenir. Et puis, à chaque fois, comme je te disais, c'est une histoire avec des joueurs aussi différents. Et puis, il y en a peu qui ont pu gagner autant de titres. Et là, je dis pas ça pour dire parce que moi j'étais meilleur que les autres, etc. Mais c'est juste que je me suis retrouvé dans des collectifs et à des périodes très différentes du club. C'est-à-dire des périodes où moi j'arrivais, j'étais un jeune joueur. J'avais pas le même impact à la dernière année de ma carrière. Voilà, donc Bien sûr. on a passé aussi des années très compliquées avec des résultats très moyens. Il a fallu reconstruire. Donc voilà, tout ça, évidemment, plein d'histoires qui n'intéressent peut-être pas grand monde à part moi. Si, mais moi je pourrais voilà. parler avec toi pendant des heures. de tout ça. Non, mais 5 titres de 5 champion, titres, c'est beau. on n'est pas beaucoup à l'avoir eu. Donc oui, j'en suis heureux et fier, même si, et si j'ai peut-être un regret, c'est que peut-être moi dans ma carrière, à des moments, j'ai trop joué sur l'aspect collectif. C'est-à-dire que je ne me suis pas préoccupé assez de ma performance perso. D'accord. Et je pense que j'aurais dû le faire à d'autres moments. On ne sait pas ce que ça aurait donné au final. Mais je pense que c'est comme ça que je concevais ce sport-là. Qu'au travers de la performance collective, mon cas individuel m'intéressait assez peu. Ok. Et après, quand tu passes au très haut niveau, au niveau international et tout ça, il faut que tu sois dans une réflexion plus personnelle, de préparation, d'objectifs perso, etc. Et de plan de carrière, entre guillemets. J'ai raté un peu ça à un moment où j'ai eu l'opportunité et voilà, je ne l'ai pas prise. Donc, pas de regret, mais voilà. Ok. Tu analyses tout ça avec le temps. Et ça t'a quand même valu 2 sélections en équipe de France. Ouais, 2 sélections en équipe de France, qui est peu, mais c'est déjà mieux que 0. C'est énorme. Mais c'est vrai qu'au moment où j'ai eu mes sélections en équipe de France, c'est en 2004. Donc ça remonte, 21 ans. Même moi en le disant, ça me fait bizarre. Mais surtout, je sors de 2 saisons où j'ai fait plus de 40 matchs par saison. Ah ouais. Et je suis vraiment rincé. C'est les années où on gagne le titre en 2003, le titre en 2004. Et donc on part en tournée. Et franchement, je ne mets plus un pied devant l'autre. Je suis vraiment épuisé physiquement, mentalement, mais évidemment, j'ai envie de bien faire. Et donc la tournée se passe plutôt bien. Et au retour de tournée, pour enchaîner, il aurait fallu que je fasse les tests d'automne, comme on appelle, mais je me blesse sur la prépa de début de saison, parce qu'en fait, je suis rincé. Et du coup, je rate un peu le virage là. Et puis après, je suis aussi tombé dans une génération où il y avait d'excellents joueurs à mon poste. Thierry Dussautoir, Emmanuel Arenordoki, Olivier Magne, Julien Bonner, c'est que des très très bons joueurs évidemment, et j'en oublie. Toi, t'étais 3e avec ligne. tout ça. Ouais, moi j'étais 3e ligne. Et alors, attends, la petite anecdote en creusant un peu sur ton Wikipédia. C'est toi qui as mis le premier essai du nouveau stade de Jean-Bouin. C'est plus tard après, mais. C'est plus tard. On a avancé d'un coup. On est en 2013. C'est beau ça quand même. C'était évidemment une anecdote particulière. J'étais à l'époque de la réouverture du nouveau stade Jean-Bouin. Moi, j'ai joué dans l'ancien, donc j'ai vu l'arrivée du projet, les difficultés politiques, déjà aussi les opposants, les recours. Voilà, donc le stade a quasiment mis 10 ans pour sortir de terre, pour lancer les travaux. Effectivement, on a joué 3 ans à Charletti après le temps des travaux, donc. Ça a été aussi une page du club différente. Et puis quand on revient à Jean-Bouin, ouverture de la saison 2013, effectivement on joue ce match contre Biarritz, avec qui on avait une histoire très particulière. Et on joue ce premier match, et ce qui est drôle, c'est que on est plutôt bien dans le match, on impose le rythme et tout ça, et il y a 2 fois 2 essais refusés à la vidéo. Et moi, quand tu démarres ce genre de match, tu te dis pas, il faut que je marque le premier essai. Tu te dis, il faut qu'on gagne le match, parce que c'est une inauguration de stade, tu le fais qu'une fois.
Et voilà, et puis donc le 2 essais refusés. Et moi, donc je prends le ballon, je tombe dans l'embut, je suis pas sûr d'avoir aplati, donc en tout cas il y a une main un peu dessous, etc. Et mes coéquipiers ils me disent tu t'as marqué, alors je dis et on me voit la vidéo, je fais Pas sûr. je suis pas sûr quoi. Et l'arbitre l'accepte et donc voilà ça devient après effectivement la petite anecdote qui évidemment était très symbolique puisque c'est moi donc qui quoi qu'il arrive plus tard, Inauguré. aura marqué le premier essai dans ce stade. Exactement, magnifique. Et C'était surtout sympa. que ton poste, c'était pas le plus exposé pour marquer des essais, quoi. Non, bien sûr, mais bon, pas après, ailier. je suis pas ailier, mais je n'étais pas pilier non plus. Ouais. Mais c'est vrai que je marquais pas non plus toutes les semaines. Donc voilà, mais c'était un moment assez fort aussi parce que sur ce match-là, au-delà de la symbolique, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient écrit l'histoire du club qui étaient là pour l'inauguration. Et moi, j'étais aussi un peu le trait d'union. Enfin, en tout cas, je me voyais un peu comme ça de ces générations qui étaient là, qui sont pas souvent réunies, parce qu'il y en a plein qui habitent plus à Paris et qui étaient là ce jour-là. Et j'étais assez content pour ça. Magnifique. Je suis retourné à Jambon il y a pas longtemps. C'est très sympa. Toujours ce côté festif. La bodega, là, Ouais. après les matchs, ça prolonge en haut. Je crois même qu'il y a des mecs qui viennent pas voir le match, qui vont directement sur la terrasse. Mais c'était très sympa. Ouais, non, c'est assez cool. En attendant, On y va? parce que là, on va fermer le volet rugby, on va ouvrir le volet politique. Allez, Mais avant un petit tout, croc on d'abord. va goûter. Comme ça, on va pouvoir donner notre avis à Allez. Hugo Jugez-moi. sur cette petite enchoyade Faut fumée. que tu en mettes plus. Alors, faut en mettre plus. Ouais. Sauf si tu apportes ton frère. Bah, t'es courageux. Après, je sais pas en fait, c'est pour ça. Non, peut-être. après, c'est la distance. Après, vous allez vous parler pendant quelques temps. Ça va être un peu haillé. On sent bien le fumet des anchois. C'est puissant. Ouais, mais du coup, Ouais, c'est ouais. original. Mais c'est bon. C'est assez puissant. C'est plus, non? Mais moi, Oh, ça me le, plaît. le crouton au micro, je pense qu'il y a Ah oui. des auditeurs qui vont adorer ça. La SMR, comme on dit. Non, mais c'est très bon. Très salé, forcément, parce que. Le crunch. François, le fameux crunch. On est dans le thème. Hugo, Je cherche une serviette. fan du rugby, le crunch, ça t'évoque? Le chocolat. Voilà. Non, c'est non, mais je sais très bien. C'est quoi? C'est les Anglais contre les Français. Ouais, tu vois, tu me surprendras tous les jours, petit frère. Non, c'est pas mal. Moi, je lui donne une note. Attends, donne une note en premier, Pierre. Sur 10. Je dirais 8. Bah, attends. Merci. Je Bah, c'est m'attendais très à bien. pire. Je t'aurais donné 8 aussi. Moi, c'est le côté très salé qui. Voilà, mais tu vois, ça Ouais, mais invite. c'est les anchois fumés qui font ça. C'est ça. Mais c'est bon. Après, ça dépend ce que tu veux vendre. Est-ce que tu veux vendre l'enchoyade ou est-ce que tu veux vendre de la boisson? Si tu veux vendre de la boisson, c'est Et bon. je sais parce très bien du ce que coup- je veux vendre. Je peux te dire que les marges sont meilleures avec la boisson. Pierre, je voulais parler avec toi aussi dans le deuxième volet de ta vie. Ouais. Donc évidemment, le rugby, c'était le cœur de ta première partie de vie. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, tu es maire adjoint au sport et aux Jeux Olympiques et à la Seine. Et aux Jeux paralympiques Et aussi. pardon, Maintenant, t'as s'ils sont raison. passés les deux, mais T'as c'est raison. olympique et paralympique. Bien sûr, Olympique et Paralympique et à la Seine de la mairie de Paris. Ouais, Comment s'opère la bascule, en quelques mots, ouais. entre le monde du sport professionnel et le monde de la politique? De manière assez inattendue d'abord. D'accord. C'est quand même la première chose qu'il fallait dire. Je n'ai jamais d'ailleurs pris d'adhésion à un parti politique. Alors, D'accord. j'étais évidemment sensible à une idéologie politique qui est la mienne, mais tu vois, j'étais jamais été militant. Je me suis toujours beaucoup intéressé parce que moi j'ai fait pas mal de choses en parallèle du rugby. J'ai fait une école de journalisme, après j'ai fait un cursus de formation à Sciences Po, j'ai ouvert une boîte, j'ai travaillé avec beaucoup d'associations pendant ma carrière de joueur. Donc j'ai essayé aussi, parce que j'en avais besoin, d'ouvrir d'autres perspectives que simplement celle d'être un joueur professionnel qui se nourrit uniquement de son activité, même si c'est largement assez prenant. Mais c'est vrai que du coup, ma spécificité, c'est aussi que j'ai fait toute ma carrière pro et assez longue dans le même club. Du coup, tu rencontres forcément les acteurs locaux, les acteurs économiques, les acteurs politiques et les acteurs sociaux. Tu connais les gens parce que tu les revois de manière régulière. C'est vrai qu'à l'époque dont on parlait au début, quand j'ai commencé, Bertrand Delanoë, qui a été élu maire en 2001, était assez proche de Max Guazzini. D'accord. Ils se connaissaient bien. J'ai en tête des fois des déplacements même sur lesquels Bertrand Delanoë était venu avec nous, tout jeune maire de Paris qu'il était.
Voilà, et puis donc j'ai développé une certaine amitié avec lui. Et au travers du stade notamment, j'ai connu Anne Hidalgo, puisqu'elle était la première adjointe de Bertrand Delanoë en charge de l'urbanisme. Donc elle a porté le projet de développement du stade. Elle a des racines espagnoles, j'en ai aussi. Voilà, ça nous a amené sur la longueur, sur 10 ans finalement, à se voir à quelques occasions, et puis à sympathiser, à discuter de choses autres que le rugby d'ailleurs. Et quand elle s'est présentée en 2014, donc on fait un bond de 13 ans, voilà, elle m'a demandé si je souhaitais la soutenir. Donc je lui ai dit que ça correspondait à mes idées politiques et sociales et que donc oui, je le ferai avec plaisir. En revanche, j'avais pas trop le temps de m'engager dans une campagne de soutien au-delà. T'étais toujours joueur pro, hein? J'étais toujours joueur. Donc j'avais fait une vidéo de soutien pour mémoire, juste devant le stade, voilà, pour dire un peu ce que je pensais de tout ça et pourquoi je trouvais que c'était opportun de la soutenir, mais pas plus que ça. Ok. Et en fait, en 2015, quand j'ai arrêté, sur mon dernier match à Paris, qui était un match qui avait beaucoup d'enjeux sportifs, parce qu'on n'était pas encore qualifié pour les phases finales, etc. Donc j'ai invité, on va dire, très largement tous ceux qui avaient joué un rôle ou pour qui j'avais une affection ou un lien. Donc j'avais invité près de 500 personnes à venir assister à ce qui était probablement mon dernier match à Paris, même si, parce que du coup j'ai arrêté à la fin de l'année. Et donc j'avais invité la maire de Paris qui avait été élue entre-temps, et elle m'a dit ne pas pouvoir être là pour des raisons d'agenda. Et elle m'a écrit un mot en me disant en revanche j'aimerais bien qu'on se voit parce que j'ai quelque chose à te proposer. Moi, j'avais envisagé une reconversion tout autre. Hein. J'avais monté une société, voilà, fait plein d'autres choses. Et après, je suis parti en tournée avec les Barbarians, parce qu'on n'en a pas parlé dans sûr, on n'a pas parlé des Barbarians. Voilà, mais qui est une étape aussi importante dans mon parcours de joueur de rugby. Et en rentrant, donc, j'ai vu la mère dans un déjeuner en tête-à-tête, et c'est là qu'elle m'a émis l'idée de travailler avec elle à l'époque à ce qui était la candidature des Jeux de Paris, la future candidature des Jeux de Paris, et de l'accompagner sur tous les sujets liés au sport. Donc j'étais un peu surpris parce que du coup je savais déjà trop en quoi ça consistait. Donc je lui ai posé pas mal de questions et puis après j'ai rencontré son directeur de cabinet et puis j'ai réfléchi et je me suis dit bon, tente le coup, si ça te plaît pas tu arrêtes, hein, et c'est comme ça que je lui avais dit d'ailleurs. Voilà, et donc j'ai commencé comme ça en octobre 2015. Au cabinet de la maire, c'est comme ça que ça s'appelle, donc en charge du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques, de la candidature en tout cas. Et puis un mois plus tard, il y a eu les attentats de Paris. Donc ça a été évidemment un tournant, je pense, dans nos vies à tous, mais en particulier quand tu es en charge de la gestion d'une ville comme Paris et de tout ce qui s'y passe finalement. Voilà, et puis je suis arrivé dans un nouveau milieu, dans un environnement que je maîtrisais pas, où il fallait aussi faire ses preuves. Donc ça a été à la fois très stimulant pour aussi changer radicalement de vie. Hein. Tu passes pendant 16 ou 17 ans, tu fais une vie de sportif de haut niveau très millimétrée, etc., à un environnement que tu maîtrises moins, avec beaucoup de gens qui ont des parcours universitaires, scolaires, souvent de très haut niveau, des décideurs politiques. Voilà, faut vraiment comprendre comment tout ça fonctionne aussi. Mais voilà, et c'est comme ça petit à petit que j'ai passé les étapes. Mais je te laisse peut-être enchaîner. Non, mais ce qui était. Je parle trop, c'est aussi un de mes problèmes. Mais alors j'avais déjà ce problème avant de faire de la politique, hein, je le dis. Moi je te dis, ce format au début il devait durer 35-40 minutes. Il n'y a pas un épisode qui fait moins d'1h30, donc tout va bien. Non, ce qui est fou en plus de ça, nous on est tous des fans de sport. Moi je suis un fan de sport en général. Je me rappelle encore de la candidature pour les JO de 2012 quand on l'a pas eu. C'était un traumatisme. Moi je le garde comme un traumatisme. Et donc j'imagine pour un sportif comme toi de haut niveau de t'intégrer dans une équipe où derrière la carotte entre guillemets, l'objectif 10 ans après c'est d'organiser les Jeux. Ça doit être ultra stimulant comme fil rouge, quoi. De te dire, bien sûr, ça derrière. Bien sûr, ça l'est. Alors après, à l'époque, tu arrives dans un environnement à la ville où il y a ce traumatisme majeur de 2005 sur les Jeux de 2012. Ouais, quand même. En premier lieu pour Anne Hidalgo, qui était première adjointe à l'époque et qui a aussi un souvenir vraiment extrêmement traumatisant et négatif de ça. Ouais. Et puis, à l'époque, tu n'as pas vraiment d'équipe, si tu veux. T'as moi qui suis un peu le sujet, évidemment la maire
dans la campagne un peu qui s'organise autour du futur Paris 2024. T'as Bernard Lapassé, t'as Tony Estanguet. Déjà, ouais. Déjà, mais tu étais aussi dans un questionnement du modèle des jeux. Quel type de jeu tu veux faire, quelle chance tu as de gagner, comment tu dois faire cette fois pour gagner et pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, et puis en se disant aussi qu'il ne faut pas la louper celle-là. Parce que derrière, on avait aussi échoué à Lille. Lille 2008. Non, mais il y avait eu plein d'échecs, plus que de succès d'ailleurs, mais aussi on en a tiré les enseignements. Et puis, pour le coup, la mère, elle s'est vraiment, à partir du jour où elle a décidé, c'était d'ailleurs de manière extrêmement définitive après les attentats, parce que il fallait aussi donner de l'espoir, du positif, et montrer qu'on n'avait pas peur et que ça allait pas nous empêcher de continuer à vivre, et notamment d'accueillir le monde. Donc aujourd'hui, ça paraît peut-être simple, mais je peux te dire qu'à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Donc voilà, cette projection, il fallait y croire, et elle s'est vraiment aussi impliquée de manière extrêmement répétitive, aussi sur les réseaux internationaux qu'elle avait tissés, parce qu'elle était maire du C40, qui étaient les 40 grandes villes du monde, qui sont maintenant plus de 90. Et donc ça a servi aussi à faire la campagne auprès des membres du CIO. Un peu plus de lobbying, ce qu'on avait moins fait justement, est-ce que Sébastien Coe avait très bien fait à Londres. Absolument. Qu'on aille un petit peu infiltrer. On était un peu naïf au départ. Pour la petite anecdote, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui pendant les Jeux Olympiques au Stade de France, qu'il est président de World Athletics. Et du coup, dans un cadre complètement lunaire entre Sharon Stone et Sébastien Coe, tu vois. J'étais là, c'était un peu hallucinant. Mais on a parlé beaucoup, évidemment, de tout ça. Et il est clair, on le savait déjà, que c'est à Singapour que Londres a gagné les Jeux. Dernière minute. Et sans doute avec peut-être une maladresse diplomatique ou une absence de diplomatie contre des Anglais qui avaient extrêmement bien calculé leurs coups et qui ont et notamment Tony Blair à l'époque, et qui ont fait des très beaux jeux. Mais voilà. Mais nous, peut-être pour pas être trop long, ce qui a été intéressant pour moi aussi dans l'approche de tout ça, c'était que maintenant, je pense qu'on l'a démontré l'année dernière, mais à l'époque déjà en 2015, donc 9 ans avant les Jeux, on travaillait sur un modèle de jeu moderne, un modèle de jeu nouveau qui révolutionne un peu des jeux qui étaient basés sur beaucoup de construction, qui avaient parfois des équipements mal utilisés après les Jeux, donc un coût d'organisation très élevé, souvent qui dépassait l'engagement initial. Donc on a essayé, la mer en premier lieu, avec Tony, avec Bernard Lapassé, qui nous a quittés malheureusement, mais que moi je connaissais du rugby, parce qu'il était président de la Fédération française de rugby, avant de devenir président de la Fédération internationale. On a essayé de construire ça pour se dire, ok, comme ça on ne pourra pas ne pas gagner. Et en même temps, ça correspondait à une vision du développement de Paris et d'évolution nécessaire pour les Jeux, pour que ça reste quelque chose d'acceptable dans les démocraties et que ce ne soit pas juste finalement des pays qui veulent faire de la diplomatie sportive qui accueillent ces grands événements. Ouais. Et pour le coup, et ça a été reconnu au niveau international, on y revient juste après, Paris marque un vrai virage dans la manière de faire les Jeux Olympiques. Et nous, on te le dira plus tard, bravo, mais on s'est régalé pendant ces Jeux Olympiques, c'était fou. Par contre, je voulais faire la transition avec une question. Alors du coup, c'est plutôt Martin. Et oui, c'est bon, je vais laisser on m'entend ? Je vais laisser ma place à Martin pour les questions des followers. Alors, nouvelle séquence, Martin, nos followers, nos suiveurs, nos licenciés, dès qu'ils savent qu'on fait un podcast, on leur parle un petit peu de l'invité qu'on va recevoir. Ils nous posent des questions. Et une question peut-être un petit peu particulière pour commencer. Pierre. Quelqu'un que tu connais. Martin. On a une question. Approche-toi du micro. Est-ce que tu m'entends ? C'est bon. Pierre, on a une question d'un adhérent particulier et on va te l'envoyer tout de suite. Ici. Bonjour à tous, Salut Pierre. Beaucoup connaissent ton parcours de rugbyman évidemment, pas beaucoup en revanche connaissent ton passé de joueur de poker. T'étais plutôt bon, même si tes bluffs passaient pas toujours, et je voulais savoir si justement cette partie un petit peu de poker menteur t'avait encouragé à t'inscrire dans une carrière politique après tes années de rugby. Allez, bise.
Je savais qu'il allait me parler de poker. On a Vous avez joué reconnu donc ensemble. Mathieu Lartaud, évidemment. On a joué quelques parties ensemble. Ouais. Ok. Ouais, Il y a non, deux c'est- choses là-dedans. Il y a le poker et il y a est-ce que ça t'a servi dans la politique? Alors, le poker, c'est vrai qu'on a eu une grosse époque 2005, 2006, 2007. Voilà, on avait à l'époque, même au club, hein, enfin, dans le rugby en général et au stade en particulier, on jouait vraiment beaucoup. Il y avait à l'époque beaucoup de parties qui se faisaient, mais dans un cercle vraiment privé. Et puis c'est vrai qu'avec Mathieu, notamment, il en faisait partie. C'était un peu une mode à l'époque des World Series. Ça avait commencé à être télévisé et on était une fois par mois, je crois, invité à faire un tournoi de personnalité entre guillemets. Et c'était assez cool. Et d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de monde qui m'arrive de revoir dans d'autres cadres aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on adorait ça. Et pour la petite anecdote, on a même fait 3 années de suite avec des joueurs, Stéphane Glas pour ne pas le nommer, Mathieu Blin, David Scrella pour ceux qui suivent le rugby. On partait faire les World Series à Las Vegas. À Las Vegas. Ah bon. Donc c'était assez cool. Enfin, en tout cas, ça fait des très bons souvenirs. Et c'est vrai que bon, ça s'est un peu perdu. J'en parlais récemment pour faire le lien avec Dimitri Zarzeski, qui est entraîneur du Racing, avec qui j'ai joué aussi, qui lui jouait beaucoup à l'époque. C'est un peu passé de mode, j'ai l'impression. Je crois qu'il y en a qui en font encore et je sais que ça marche toujours. Mais oui, c'était une passion et j'ai moins l'occasion de jouer maintenant, mais c'est toujours un jeu que j'aime beaucoup. Alors moi, j'aime moins le cash game que les tournois. Ouais. Voilà, parce que les tournois, tu mets ta mise initiale et tant que t'es vivant, Et c'est vivant. parti, Le jour où ouais, t'es mort, ouais. c'est fini. Ouais. Mais voilà, moi j'ai un rapport à l'argent où je serais pas capable de dépenser des sommes déraisonnables. Mais c'est ce qui est bien sur un tournoi d'ailleurs, c'est que tu Exactement. sais combien tu es prêt à perdre. Exactement. Tu te lances sur 2, 3, 4, 8 heures et puis tu essaies d'arriver Et le plus puis loin possible. le poker, ça répond. C'est un vrai sport. Hein. Alors c'est un vrai sport et pour le coup, pour l'avoir expérimenté quelques fois, quand tu passes 2 jours complets à une table de 9h du matin à 1h du jour suivant, quand tu te retrouves le lendemain matin et puis il y a un vrai sujet de mental, de prendre du recul, de concentration, d'analyse et d'observation des autres. Enfin voilà, c'est très intéressant. Mais pour répondre à ta deuxième question, je pense que ça m'a plus servi dans mes performances sportives. Ah ouais. Si je peux dire, dans l'approche mentale, dans de l'observation, un tas de parallèles qu'on pourrait faire que dans mon parcours politique. Non, il n'y a jamais... et je ne vois vraiment aucun lien. En tout cas, moi, c'est pas ma conception de la politique. Je bluffe pas, quoi. C'est-à-dire que je vais pas, sur des sujets, quels qu'ils soient, aller essayer de pas dire la vérité pour obtenir quelque chose. Prêcher le faux pour avoir le vrai, des choses comme ça. En tout cas, c'est pas ma conception de la politique, c'est pas comme ça que j'en ai fait jusque-là. Et j'espère que je continuerai à ne pas le faire comme ça. Mais voilà, non, il n'y a pas de lien du tout avec la politique. C'était pas ma question, c'était la question de Mathieu Lartaud. Mais voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui lui aussi a été pas mauvais au poker. Je dirais pas le surnom qu'il avait parce que ça serait mal poli. Mais un jour, non, Au revoir. Je peux pas, ça serait censuré. Ok. Non, mais voilà, c'est vrai qu'on en garde des bons souvenirs. On se retrouvait chez les uns et les autres et c'est un passionné Ça de marque rugby. une époque aussi. Évidemment, c'est la voix du rugby de France Télé maintenant. Voilà, à l'époque, c'était pas encore le cas, mais ouais, c'est des bons souvenirs aussi. Ouais, magnifique. Moi, je peux donner juste un conseil aux gens qui vont faire un tournoi de poker à Las Vegas. Le gin tonic gratos, refusez-le. Parce que moi, Ça m'a fini là-bas. Ah bah ouais. La première soirée, je me suis fait avoir comme un bleu. On t'apporte des verres en permanence. Donc tu joues, et puis à un moment donné, tu perds ta lucidité, évidemment. Donc attention, on reste sobre le lendemain. Pepsi, Orangina. Et là, t'as gagné. Et là, je m'en sors à 0. Non, mais Toi, c'est j'ai cru terrible. comprendre que t'as payé tes vacances avec des Ouais, victoires. c'est terrible parce que, en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, comme dans beaucoup de jeux, au début, quand tu commences à jouer, tu gagnes tout le temps. Ouais, t'as la Et petite donc, chance du de coup, tu te dis, putain, je suis je suis bon. un génie. Quoi. Il y a un point ouais. commun avec le paddle, là, tu vas voir. Ouais, exactement. C'est vrai que la première année où on y est allé, on s'est remboursé tout le voyage, l'hôtel. Et on s'est dit, putain, mais on va faire ça tout le temps, c'est génial, quoi. Et évidemment, ça n'a pas marché toutes les années. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, mais c'était une belle période. On s'est vraiment amusé.
Ouais, mais tout en étant hyper sérieux. Et ça, c'est bizarre à dire. Mais en fait, si tu veux être performant et faire plein de tournois, etc., tu peux pas te la coller jusqu'à pas d'heure, quoi. Ah non, faut être carré. Faut aller se coucher. Alors, ce qui est dur, c'est quand tu pars à plusieurs et que toi, tu perds et que les autres, ils sont encore dedans. Ah ouais. Là, tu rentres dans ta chambre et tu dis, putain, quel con. Quand même. Ça, mais parce que c'est ça, ce que j'ai beaucoup appris au poker aussi, c'est que tu peux être excellent pendant 10 heures et il suffit que tu craques sur un coup parce que tu es fatigué, parce que tu t'es dit, bon, là, ça va passer. D'avoir une perte de vigilance et bim, le truc s'arrête. En 2 secondes. D'un coup. Et après, tu le ressasses pendant 10 heures. Ouais, c'est clair. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû faire autre chose. Je trouve que tu en apprends sur toi aussi. Mais c'est un vrai sport et c'est vrai que c'était en plus la grande mode en effet dans les années 2005-2010. Patrick Bruel, champion du monde, tout ça, on envoyait ça débarquer sur Canal, tout le monde s'y mettait, tout le monde jouait. Ouais. Et on revient, en tout cas, à la politique et donc aux Jeux Olympiques. Ouais. Moi, j'avais 2 petites questions à te poser. Vas-y. C'était, avant que Martin prenne le relais, comme ça, de but en blanc, ton souvenir, là, en 3-4 mots, ton souvenir. Alors, il y en a 1000, mais comme ça, une image qui ressort, un truc incroyable, un truc impérissable, là, des JO. Le moment que j'ai le plus apprécié, mais j'en ai évidemment plein d'autres, c'est la fin des Jeux Paralympiques, la victoire de l'équipe de France de cécifoot devant la Tour Eiffel. Pour plein de raisons, mais parce que c'est la fin et je sais qu'on a réussi le pari. Ouais. Avant, il y a eu beaucoup d'autres moments extrêmement forts. La cérémonie d'ouverture, la première médaille d'or avec l'équipe de France à 7 de rugby, puisque j'ai été en équipe de France à 7 de rugby 23 ans plutôt. Et me dire, surtout que la médaille était espérée mais pas attendue chez les garçons. Et ça démarre mal en poule en plus. Et puis ils font un tournoi au début un peu poussif, etc. Donc ça, c'était extrêmement fort. Et puis j'ai vécu tellement de trucs sur un temps tellement court, mais en même temps mêlé à un stress et à une exigence du moment que vraiment, je me souviens de ce moment où c'est la fin des Jeux Paralympiques. Parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'était aussi à la fin des Jeux Olympiques un enjeu majeur, c'est qu'on réussisse les Jeux Para avec la même exigence. Et là, on est à la fin des Jeux Paralympiques et l'équipe de France bat l'Argentine au tir au but, dans un moment où tu es au pied de la Tour Eiffel, dans un stade éphémère, où ça valide le projet que tu as fait, tu as un engouement populaire incroyable autour d'un sport que peu de gens ont regardé jusque-là. Et tu te dis, en fait, on a réussi le pari qu'on a fait il y a 10 ans. Quoi. Ouais, c'était fou de se retrouver tous devant le cécifoot et j'imagine de l'intérieur de se dire, on peut souffler un peu, ça y est, on y est. Martin, tu voulais... T'as une petite cloche, hein? T'as une petite cloche plus proche du micro, Martin. J'ai une question pour Pierre. J'ai Léo, justement, parlant de stress. Quel est le plus stressant pour toi? Est-ce que c'était une finale du top 14 ou une inauguration des JO avec des nuages qui arrivent fort et la pluie qui arrive? Personnellement, une finale était plus stressante parce que je déteste perdre et que je savais que j'avais un rôle à l'instant T beaucoup plus opérationnel que mon rôle au moment du déroulé de la cérémonie d'ouverture. Mon rôle, il a été beaucoup avant, dans la préparation, tout ça, mais de ce qui s'est passé pendant la cérémonie, c'était Thierry Reboul, Thomas Joly et les 20 000 personnes qui ont travaillé sur le déroulement de la cérémonie. Moi, je ne pouvais plus y faire grand-chose. Alors, tu parles des nuages, je savais. Le matin, j'ai su malheureusement qu'il allait pleuvoir. Mon stress, c'était plus que tout ne s'arrête pas. Ouais. Alors que j'ai passé 4 heures sous la pluie, parce que j'étais juste après le toit, tu vois, juste après, quoi, 1 mètre plus bas. Donc j'étais sous un poncho pendant 3h30 ou 4 heures. Et mon angoisse, c'était que tout s'arrête, quoi. Mais j'ai été, pour le coup, vachement saisi, pour la petite anecdote, par la fin, notamment, partout. Parce que, évidemment, je savais ce qui allait se passer, comment, etc. Et je savais, moi, que Céline Dion devait chanter. Okay. Voilà, comme plein de monde l'a su avant, parce qu'elle était à Paris, machin. Ouais, non, je savais pas. Mais je savais pas quand. Et ce qui se passe, c'est que quand Teddy Riner et Marie-Jo Pérec allument la torche, je me dis, parce que je savais qu'il y avait des trucs avec la pluie qui ont été compliqués et tout ça, à ce moment-là, je me dis, putain, elle a pas pu chanter, quoi. Ah ouais. Et toi-même, t'as été surpris, du coup. Ouais, je me dis, le truc a pas fonctionné.
Voilà, ou peut-être qu'elle voulait pas, ou peut-être c'était trop dangereux, parce que bon, on a eu, ça prendrait des heures de tout vous raconter, mais tout ça a été aussi lié à, voilà, quand tu fais un spectacle sur un toit ou en hauteur ou tout ça, ça peut ne pas marcher. Ou tu peux ne pas le faire vu les seaux d'eau qui sont tombés pendant 5 heures. Et je me dis, putain, mais quel dommage, quoi. Quel dommage. Et là, au moment où ils allument, il y a le travelling, et moi je suis en face de la Tour Eiffel. Et d'un coup, je vois la lumière s'allumer. Et voilà. Le petit point et c'est une J'étais un peu comme. Ah oui, toi aussi, t'étais comme le spectateur en fait. Ouais, j'étais complètement. J'avais cette cérémonie, c'était fou. Bah, nous, pour te dire, pour la petite anecdote, on a eu deux étapes dans la cérémonie d'ouverture. Donc on y était, on n'était pas loin, on était nous de l'autre côté, en face, Quai Branly. Ouais. Ça démarre par d'ici à là-bas, en vélo, personne, les flics adorables, on se balade, c'est par là, bonheur. On va à la cérémonie d'ouverture extraordinaire. On arrive, une queue pour accéder aux zones. Et la flotte qui arrive. Un pauvre parapluie, on s'abrite à 3 dessous et là on se regarde, on se dit ça va être long. Ça va être long. Dans quelle galère on s'est fourré. On accède ensuite sur le bord de zone. On se rend compte très vite qu'on va pas voir grand-chose. On va pas voir les bateaux, on va pas voir la Seine. La flotte redouble. On a pris l'apéro. Alors on a pris l'apéro, on n'a pas perdu le temps. Voilà. Mais on se dit vraiment là, oh là là, qu'est-ce qu'on fout là. Et là, tu sais pas pourquoi. Il y a une magie qui opère, les gens qui se retrouvent, la flotte, tout le monde l'a dit, qui apporte, alors à l'écran, mais aussi sur place, en fait, qui apporte un truc, parce que les rabat-joie, en fait, ils sont partis. Tous ceux qui sont restés, c'est ceux qui, à un moment donné, se sont dit, là, il se passe quelque chose. On avait les écrans et on checkait, et il s'est passé un truc. Et en effet, quand Céline débarque, t'as tout le monde qui se regarde, ça chialait dans tous les sens. Non, il y a eu un moment incroyable. Et au final, le souvenir est complètement fou et magnifique de ce moment-là. Mais on a traversé aussi différents moments, je pense, comme plein de gens, en fait, et notamment, l'organisation, c'est encore autre chose. Mais on en garde un souvenir fou, et c'était tellement ambitieux que ça en reste forcément unique. Et donc, j'allais te parler, moi, derrière, de ton pire souvenir. Si on te dit, là-dessus, vraiment, ça, quand j'y repense, ça, c'était relou. Il y a eu beaucoup de choses, mais l'important c'est de pas le raconter après. L'important c'est que les gens ont vu, mais évidemment on a eu des sujets, des adaptations nécessaires, pas majeurs, je dois le dire. Mais ce qui a été compliqué pour moi, qui était en charge de la scène, voilà, ça a été évidemment, y compris pour les athlètes, de devoir décaler les entraînements. Mais ce que j'ai compris, évidemment, le soir même de la cérémonie, puisque c'était le 26 juillet, et le 28 il y avait des entraînements. Et je savais, vu le volume d'eau qui tombait, que ça allait dégrader la qualité de l'eau et que forcément on allait devoir décaler les entraînements. Et donc, est-ce qu'on allait pouvoir faire en temps et en heure les compétitions telles qu'elles avaient été prévues initialement? Et la pression médiatique était extrêmement forte sur le sujet, puisque personne ne pensait qu'on allait y arriver. Et c'était devenu un sujet aussi centralisateur de tous ceux qui détestent Anne Hidalgo, de tous ceux qui voulaient pas des Jeux. C'était devenu la scène, le sujet dont tout le monde se bossait un petit peu. Si tu veux, même les gens qui travaillent dans leur quotidien sur l'amélioration de la qualité de l'eau, des associations qui défendent l'environnement, qui essayent de mieux le protéger. Même eux étaient rentrés dans quelque chose de complètement décalé par rapport à la réalité, de quasiment complotiste des fois, d'une méfiance énorme. Et donc on était un peu tout seul avec l'unique façon de faire que ça mettre en cause en fait toutes ces paroles qui n'étaient pas fondées, c'était qu'on réussisse à faire les épreuves. Et donc oui, j'ai eu 2-3 jours post-cérémonie où il a fallu déplacer les compétitions, les entraînements, dire aux athlètes que de toute façon on ne les laisserait pas se baigner dans une eau qui n'était pas de bonne qualité, donc il fallait adapter leur performance et tout ça. Mais eux, ils ont l'habitude, c'était pas eux les plus chiants, j'ai l'impression. Heureusement que la Fédération internationale de triathlon a été vraiment très accompagnante sur le sujet. Et voilà, et au final, quand Cassandre Beaugrand, elle passe la ligne, que c'est une Française qui gagne le triathlon, pareil. Qu'elle a nagé dans la Seine et que voilà, c'est un petit clin d'œil de l'histoire qui fait du bien, mais on avait tout fait pour y arriver, mais après, le risque zéro n'existe pas, surtout sur ce genre de choses. Bien sûr. Et il y a des trucs que tu peux pas maîtriser, tu peux tout faire, mais la météo, tu nous aurais dit, quand on a décidé à peu près en 2021 de faire la cérémonie sur la Seine, il va pleuvoir 20 minutes avant le début de la cérémonie et jusqu'à la fin. Et par contre, dès que ça s'arrête, je vous jure, on appuie sur le bouton stop, il arrête de pleuvoir. C'est ça qui s'est passé. Céline Dion, ça s'est arrêté.
Non, mais un truc de ouf. Le 26 juillet, quoi. Le 26 juillet, puis pas une petite pluie fine, quoi. Des seaux d'eau. La drache. Donc moi, je flippais que tout s'arrête, quoi. D'un coup, t'as un espèce de blackout, tu vois. Mais ça a apporté un truc, une dramaturgie qui, franchement, alors après coup, c'est facile de se dire. Parce que on a réussi à parce que vous avez réussi à gérer le truc. Voilà. Mais après coup, les images, tout le monde a les images de Extraordinaire. cette espèce de chaos un peu féerique, machin, qui était fou avec le cheval qui passe. C'était quand même fou. Et je crois d'ailleurs, Martin, en parlant de la scène, que t'avais une petite question. Ouais, j'ai une question d'un adhérent. Du coup, elle est un peu plus piquante, Pierre, comme les piments. Est-ce que du coup aujourd'hui il fait chaud, ça donne envie d'aller s'y baigner. Est-ce que aujourd'hui on peut s'y baigner? Pardon, je termine ma Allez, finis tranquillement. l'aioli. Aujourd'hui, même le 4 avril, je sais pas. D'accord. Parce qu'on n'a pas fait de prélèvement, il commence début juin. Donc je peux pas dire aujourd'hui si la qualité de l'eau est suffisante. Au vu de la météo de ces derniers jours, j'ai tendance à penser que oui. Ok. Mais je peux pas l'assurer. Mais on peut pas sauter dans la Seine là aujourd'hui, on n'a pas le droit En encore. fait, on pourra jamais le faire. Parce que la Seine, elle restera toujours interdite à la baignade, sauf dans des endroits Il y aura des zones. qui seront dédiés à la baignade, encadrés et surveillés. Voilà, donc ça, c'est important de le redire. Ouais. Bien sûr. Quand on dit on pourra se baigner dans la Seine, ça veut dire que à des endroits qui sont surveillés, encadrés, on pourra effectivement, quand la qualité de l'eau le permettra, c'est-à-dire, je pense, la plupart du temps de l'été, se baigner, mais uniquement dans ces endroits-là. Les baignades qu'on peut qualifier de sauvages et tout, elles continueront à être interdites. Pourquoi ? Parce que d'abord, la Seine, c'est un fleuve qui est une rivière qui a un certain nombre de dangers. Il y a du courant. Il y a des bateaux. Il y a des il y a- péniches, il y a des trucs. Et surtout, il y a de la cohabitation avec la navigation. Bien sûr. Et que donc, il faut toujours rappeler que si la qualité de l'eau permettra de se baigner dès cet été, on pourra le faire uniquement dans les endroits qui sont surveillés, encadrés par les autorités publiques. À Paris, il y aura 3 lieux. Ok. Il y en aura sûrement aussi en amont dans la Marne. Tout ça est en finalisation et j'ai fait plusieurs réunions sur le sujet encore aujourd'hui. Il y a un lieu pas loin, si je dis pas. Pardon, Pierre, je te coupe. Et c'est peut-être pas encore dans les tuyaux, mais Si, j'avais si, cru c'est voir dans vers les tuyaux, Bercy. c'est Vers- dans les tuyaux. Là, pas loin, juste Ouais, là. on les a déjà annoncés. Hein. Il y a Ça 3 y est. lieux. Il y aura un qui s'appelle Bercy qui est sous la passerelle Simone Ah de bah, Beauvoir. paddle et Ah, mais c'est à baignade. côté, ouais. Voilà. Et du coup, même rive, au pied de l'accord Arena à peu près, si Ok. pour que vous C'est pas puissiez loin. voir où c'est. Et effectivement, il y en aura un dans le bras Marie et un dans le bras de Grenelle au pied de la Tour Eiffel. Ah oui. Voilà, donc avec des conditions d'ouverture, de fermeture qui sont pas exactement les mêmes, mais qu'on essaye de faire évidemment le plus large possible. Mais donc, du coup, selon évidemment les conditions, etc., la météo, mais dès cet été, Bien sûr, ouais. ces zones-là, elles sont ouvertes. Début juillet, ça fait 1 an et demi qu'on y travaille, même avant le début des Jeux, pour les travaux d'aménagement qui sont nécessaires. C'est des sites qui sont différents dans leur conception. À Bercy, il y aura de la cohabitation avec les bateaux, donc on fait des travaux où il y a de la vraie protection de la zone de baignade. Ce sera moins le cas dans le bras de Marie et dans le bras de Grenelle, parce qu'il n'y aura pas de cohabitation avec les bateaux. Donc là, c'est des espaces plus libres, mais il faut quand même des pontons de mise à l'eau. Il faut faire des travaux de raccordement électrique, d'arrivée d'eau. Enfin voilà, il y a Du boulot beaucoup- quand même. il y a Oui, beaucoup c'est de pas. travaux. On tend pas quelques bouées en disant ça y est, Non. les gars, vous pouvez plonger, quoi. Et puis surtout, il y aura des gens seront accueillis, pourront évidemment se changer. Bien sûr. Ils pourront laisser leurs affaires. Il y aura des maîtres nageurs qui surveilleront les gens dans l'eau. Voilà, donc tout Ce ça sera gratuit. sera gratuit. Les 3 suites sont évidemment gratuits. Et voilà, c'est le travail sur lequel on planche avec mes équipes depuis quasiment 4 ans, 4 ans et demi. Donc le premier défi, c'était de réussir d'avoir une qualité d'eau satisfaisante. Pour ça, il y a eu de lourds investissements qui ont été portés par l'État et par plein de collectivités, dont Paris. Et les JO ont été un accélérateur. fou. Exactement. En fait, on estime qu'on a gagné à peu près 15 ans. Parce Wow. que sans les Jeux, au mieux, parce qu'il aurait fallu concentrer les mêmes investissements sur une durée qui aurait forcément glissé, parce que les priorités des uns des autres, etc. On pense qu'on a gagné 15 ans, et surtout, il y a, au-delà de la baignade, un aspect environnemental majeur sur la reconquête de la qualité de l'eau, qui a été dégradée pendant de nombreuses années, et qui nous faut reconquérir pour 2 raisons. Hein, parce que d'abord, on a les étés de plus en plus chauds et qu'il nous faut des points de rafraîchissement. Et là, on va en avoir de nouveaux. Et puis 2, pour arrêter d'abîmer la faune et la flore et l'eau, qui sont quand même les éléments de base de notre vie. Et voilà, aujourd'hui, on a plus de 40 espèces de poissons dans Les la poissons Seine. reviennent. Les poissons reviennent Il y a fort. même des moules.
Il y a des moules dans la Seine. je te Et jure. bah voilà, on va se jeter des bonnes Et, petites moules, un petit coup de blanc. Non, mais il y avait 4 espèces de poissons dans les années 80, quoi. Il y en a 40 aujourd'hui. Donc tout ça est un signe de reconquête et de revitalité nécessaire et qui améliore un peu l'environnement. Ce qui est drôle, Et c'est que c'est le vieux c'est rêve bien. de Chirac que Anne Hidalgo va Exactement. réussir. Enfin, a réussi. qu'on a déjà réussi. C'est déjà évidemment, réussi. Mais l'objectif, c'était pas de le faire pour les jeux. Évidemment, c'était une étape importante, y compris dans l'accélération des investissements qui ont pu être faits. Mais l'objectif, c'est que ça profite à Bien vous, sûr. à moi et à n'importe qui voudra aller s'y baigner. Et Martin, tu Ouais, vas dis-moi. choisir une dernière question. Ouais. Et après, on va parler un peu paddle. Ce podcast s'appelle Paddle Noche. Et aujourd'hui, ça s'appelle Rugby et Jeux Olympiques. Mais franchement, moi, ça me fascine. J'espère que vous aussi, les amis. Une dernière question, mais peut-être Pierre. demande à Pierre. Pierre, dis-moi. Voilà. On a des questions qui sont plutôt douces, sympas. Et puis on a des questions un peu plus corsées. À quelle sauce t'as envie d'être mangé? Commence doux et finit par plus corsé. Alors je t'en pose deux. Deux. Voilà, je t'en pose une. Une sympa. Et ben justement, voilà. Tu passes une soirée sans parler de sport, sans parler de politique. T'es peinard. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'écoutes? Voilà. Sans parler de sport, sans parler de politique, j'ai tellement plein d'autres centres d'intérêt que j'essaye de choisir. Peut-être je vais voir un concert. Ouais. Concert de quoi? Je dirais, putain, ça va faire vraiment vieux, mais je suis un peu quand même rock. J'aime bien un peu rock. Tu vois, je pense que le groupe que j'ai vu le plus en concert, c'est les Red Hot Chili Peppers. Oui, Donc, c'est un très truc bon. Valeur pour sûre. les anciens, mais voilà, je cherche aussi à découvrir un peu de la nouvelle vague, comme on dit. Et à Paris, on a beaucoup d'offres, donc ça c'est cool. Mais surtout, je le fais avec des gens. Ok. Moi, j'aime bien partager. La base de mon plaisir à moi, il est pas de faire des choses tout seul, pardon. J'ai eu la chance de faire plein de choses extraordinaires par le rugby et par maintenant. Mais tu disais que c'était déjà dans un sens collectif. Mais en fait, moi, je prends vraiment beaucoup moins de plaisir si je partage pas le moment Ouais. avec quelqu'un qui compte pour moi. Voilà. Donc, je le ferai sans doute avec des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Et finalement, peu importe le contexte, alors c'est mieux de faire un truc qu'on aime bien. Mais voilà, j'aime bien aussi découvrir ce que je connais pas. Il y a encore tellement de choses que je connais pas que voilà, j'ai vraiment un appétit pour ça. Ouais. Donc Excellent. des proches, un petit resto, un petit concert des Red Hot par exemple. C'est une belle soirée hors Ouais. sport et politique. Ouais, Et si exactement. t'aimes le stand-up, nous, pour la petite anecdote, on est producteur aussi de spectacles de stand-up. Ok. Et on est en train de préparer des beaux petits shows. Si Bah, j'ai t'as envie quelques de potes qui en découvrir ça, font, donc c'est vrai ouais, je suis assez pote avec Florent Père qui a Ah oui, commencé d'accord. à faire du stand-up à Paris quand personne le connaissait. Ouais. Ouais, Je suis allé le voir à la Contre-Escarpe les premières fois. Ah oui, voilà, vache. Là, c'était vraiment le théâtre confidentiel. Et puis, voilà, la vie a fait que du coup, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont fait ça. Ok. Et c'est cool. Ouais, Voilà. c'est cool. Et il y a beaucoup de stand-uppers. Là, je fais un pont. J'y suis allé, pardon, excuse-moi de te Je t'en couper, prie. mais je suis allé voir Lucie Carbone la semaine dernière ou il y a D'accord. 15 jours. Voilà, c'était assez cool, qui fait des chroniques sur France Inter, Ouais. et qui a un spectacle très sympa à Gaîté, à la Gaîté, Montparnasse. Voilà, donc c'est cool, j'aime bien me nourrir de ça, d'aller voir. C'est ce que j'aime aussi à Paris, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'y rester toute ma carrière. J'aime bien à la fois l'anonymat qu'on avait nous en tant que joueurs, on reparlait un peu de rugby, et j'aime bien. T'as le choix, quoi. Ah ouais. Le choix de faire des choses différentes et ça c'est un luxe. Alors faut pouvoir y aller évidemment, mais ouais, ça m'a beaucoup séduit ça. Tout ça pour dire qu'on t'invitera fin septembre on va faire un spectacle de stand-up et donc on te mettra deux petites invites. Avec plaisir. Sur un terrain de paddle ou rien à voir. Et ce sera du pur stand-up. A priori, on le donne. Là, on est vraiment sur C'est ça. de l'avant-première. Mais si tout se passe bien, au Parc Floral. Ah ouais. Sur la scène bien. Delta du Parc Très bon Floral, choix. 1200 places. Ouais, je vois. On va fêter la fin de l'été là-bas et ce sera très très chouette. Pour faire le lien avec le paddle, donc on parlait des humoristes beaucoup. Je crois qu'il voulait poser la question qui pique. Ah, Ouais, ah mais ouais, c'est vrai oui. qu'il y a la fiction. Attends. Il y a la question qui pique. J'ai un tu préfères qui est rigolo. Pierre. J'ai un tu Celle-là- préfères qui est rigolo. Celle-là, on n'a pas eu de la Vas-y. censurer la question, On mais coupera. bon, c'est un licencié Non, qui nous elle l'a est sympa. posé. Voilà, il nous a posé la Non, question. je C'est suis marrant. je suis pas sûr d'y répondre. Mais Non, je mais si tu l'écoute, veux pas répondre, C'est rigolo. c'est plutôt Vas-y, rigolo. vas-y. Pierre, tu préfères dîner avec Nasser El Khelaifi ou Rachida Dati?
Bah, c'est drôle, mais alors déjà, je pourrais dîner avec les deux, parce qu'apparemment, ils se connaissent un peu. Ah oui. Je dirais, j'ai déjà j'ai déjà déjeuné ou dîné avec Rachida Dati, donc ça serait plus marrant de le faire avec Nasser El Khelaifi. Mais bon, je sais pas si on ouvre ce dossier-là maintenant. Mais... Alors, ce serait fascinant, mais on va par ailleurs, partir. je vais juste te dire que depuis l'affaire du Parc des Princes, etc., ça fait 2 ans et demi qu'à chaque fois qu'on me pose la question, je dis nous, on est ouvert à des discussions qui devraient avoir lieu. Et d'ailleurs, on ne comprend pas vraiment la posture du club là-dessus. En dehors du fait qu'ils veuillent peut-être partir du parc pour construire un autre stade et tout, voilà, j'en parlais encore hier soir. C'est évidemment des sujets prégnants et qui sont importants parce que on a tous envie que le PSG soit un club qui rayonne, qui fonctionne, qui marche. Il marche déjà très bien, mais voilà, en fait, c'est cette absence de discussion qui est problématique. Malgré des divergences qu'on peut avoir, on a toujours laissé la porte ouverte à la discussion qu'ils n'ont pas voulu prendre jusqu'à présent. Ok. Peut-être que demain, s'ils écoutent le podcast... Bon, on peut appeler Nasser. Ça va tout débloquer. Voilà. Ça va tout débloquer, on le sait bien. Tu l'appelles, Hugo, tu nous fais un petit compte-rendu, tu nous dis s'il reste au parc ou pas. T'as pas mieux en piquant, parce que c'est pas trop piquant. Attends, t'as goûté ça ou pas Non, mais ça, c'est rien, ça. Non, ça va, mais je trouve qu'ils sont un peu plus piquants que ce dont j'ai l'habitude. Non, ça va. Un peu. Non, mais tu vois, c'était rigolo. Non, on avait que. Franchement, les gens étaient plutôt sympas. Plutôt très bienveillants, et on a eu beaucoup de retours en fait sur les JO et sur des gens qui nous disaient putain, si c'est un des acteurs qui a fait en sorte que ces JO se passent, et dis-lui bravo, merci. Et franchement, c'est partagé. Moi, je connais très peu de gens, même les plus sceptiques, qui derrière en fait, parce que attends, petite anecdote, tout le monde se barrait en vacances. Et moi, j'étais le seul connard à dire ah non, moi je reste à Paris pendant les Jeux, il y a pas moyen. On me disait mais attends, mais qu'est-ce que tu as t'emmerder. Et après, tous les mecs en vacances te disaient putain, je suis pas là, ça a l'air chambé, je suis dégoûté, je suis à l'autre bout de la France, je me tâte à revenir plus tôt. Et tu les sentais un peu blasés de pas être là. Et donc c'est marrant de se rendre compte. Et moi, gros défenseur des JO. C'était un accro. Accro très fort. Et c'était des moments qui resteront gravés. C'était magnifique. J'essaye de faire le pont avec le paddle. Je raccroche les wagons. Je faisais un très grossier en disant que les humoristes, parce qu'on en parlait, jouent beaucoup au paddle. Les anciens rugbyman, Harry Bagé, etc., jouent beaucoup au paddle. Les footeux. À Paris aussi, d'ailleurs, j'en connais pas mal. T'en connais des rugbyman? C'est lesquels les gros aficionados là, de paddle que tu connais? Je vais pas balancer Dimitri, de nom, mais je crois qu'au Stade Français, le staff joue pas mal. Morgane Parra, joue beaucoup. Voilà, il y en a. Il y en a plusieurs, et puis il y a beaucoup d'anciens sportifs que j'ai connus dans ma carrière qui effectivement font souvent du paddle, mais on sait pourquoi. Parce que c'est pas trop physique. Non, parce que t'as pas besoin d'un gros niveau au départ pour t'y mettre et prendre du plaisir. C'est ça. Que c'est un truc qui est collectif, tu te rends compte d'eux, et que c'est même s'il y en a pas assez. Quand même assez facile d'accès. Et puis les assurances, je crois qu'elles l'autorisent aussi sur le sport pour les de joueurs niveau. pro, Ça fait partie. Tu vas pas faire du ski quand tu es sportif de haut niveau, les assurances vont te dire non. Mais le paddle, apparemment. Moi, j'en ai fait même quand j'avais pas le droit. Mais bon, c'est bien, je me suis rien cassé. C'est arrivé à d'autres. Mais oui, peut-être que les sportifs en carrière. Et je pense que tu as différentes manières de jouer. Bien sûr. Tu peux jouer en t'économisant un peu physiquement, et puis tu peux jouer en te mettant vraiment la race, j'allais dire. Non, mais c'est ça. En faisant un gros effort. Et c'est l'accessibilité, comme tu dis, le côté convivial et l'adrénaline. Tous les anciens sportifs à qui on parle, un Sylvain Wilter, d'un Grégory Coupet, qui nous disent l'adrénaline d'une carrière de joueur pro, quand même, elle manque à un moment donné. Elle est dure à retrouver ailleurs. Et toi, je t'entendais dans un podcast, je ne sais plus lequel, que tu disais ça sert à rien de courir après, on la retrouvera pas. Mais malgré tout, de pouvoir à 45, 50, 60 ans pour un ancien sportif se faire plaisir rapidement, performer. Parce que tu progresses, même à 50 ans au paddle, si tu t'y mets, tu vas progresser. Il y a peu de sports où tu progresses à passer 50 ans. Et donc, ils retrouvent ce plaisir-là. Et le paddle réunit tout ce type de population. Toi, est-ce que, Pierre, tu te rappelles de la première fois que tu as pris une raquette dans les mains, que tu t'es retrouvé sur ce terrain entouré de vitres et de grilles, et que tu t'es dit, qu'est-ce que je fous là? Oui, je me rappelle. Ça m'a paru, une fois qu'on m'avait en 5 minutes expliqué un peu les principes de où est-ce que la balle doit rebondir. Une fois que tu as testé, en fait, c'est ça l'avantage de ce sport, c'est que pour autant, n'ayant pas été un très bon joueur de tennis, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais rapidement, tu arrives à comprendre, à prendre du plaisir et à voir même la stratégie
qui peut te faire progresser Très tactique. et prendre du plaisir. Voilà. Ouais. Donc, je me rappelle très bien. C'était assez troublant parce que dans le cadre de mes fonctions, je suis beaucoup sollicité pour trouver des endroits pour mettre du paddle, On va en ce qui est reparler. rare à Paris. Mais du coup, il fallait bien que j'essaye. Donc, j'étais content de sentir un peu ce que c'était de faire du paddle. T'étais avec et qui, pour tu te comprendre rappelles aussi T'étais avec des gens que tu connaissais Oui, ou... oui, j'étais avec des gens de la ville et Ok. c'était sur un terrain qui est situé dans le 18e arrondissement, D'accord. mais qui n'est plus là, Ah oui. qui a été transformé en terrain de foot. D'accord, ok. On n'en dira pas plus. je crée un suspense là où il n'y en a pas. Donc, t'as kiffé. Aujourd'hui, tu nous as dit que tu joues quelques fois, t'as pas le temps de jouer plus. T'aimerais, mais t'as pas trop le temps, quoi. Pardon. Non, mais attends. L'aioli est vraiment bon. Donc... Il est là, l'aioli. C'est vrai qu'il est bon, Hugo. Et plus on le mange, plus il est bon. Et plus je bois du rosé, plus il est bon aussi. C'est pas bon signe ça. Non, mais si, c'est très bien. Je le mange en secret depuis tout à l'heure. Non, mais c'est compliqué à expliquer au micro, mais mes semaines et week-ends sont quasiment minutés de 9h du mat à, par exemple, ce soir 22h30. Même si là, on a le temps de... Ouais, merci prendre de du venir, temps, et de c'est prendre cool. du temps. Merci. Et c'était évidemment encore pire avant les Jeux. Et donc, c'est vrai que j'arrive pas à sanctuariser Un moment. 2 heures, 3 Ouais. heures dans la semaine où chaque semaine je suis libre et je peux aller avec des potes ou des gens qui jouent au paddle par exemple sans les planter une fois sur deux, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc du coup si tu te mets pas dans cette dynamique là, donc tu fais du sport un peu tout seul et autrement, mais ça c'était le temps d'une vie, je vais en avoir une autre à l'avenir, donc il faut je prendrai le temps de faire ça pour faire du paddle ou d'autres choses, parce que de toute façon l'activité physique plus que même la pratique sportive, Ouais. je l'ai un peu négligé post-carrière. D'abord parce qu'au départ j'étais cassé par le rugby. Et peut-être, enfin pas saoulé, mais peut-être dans bouffer. Non, Non, ouais, alors de la prépa physique pure, oui, mais Ouais. pas saoulé par le sport, mais j'avais mal à beaucoup d'endroits. Ouais. Donc je me suis d'abord régénéré, puis après j'étais trop pris par le travail. Mais le jeu en valait la chandelle. C'était bien de le faire comme ça. Donc voilà, maintenant je vais passer à une autre étape qui est aussi de prendre un peu plus soin de moi et de faire un peu plus de sport. Ce qui nous amène Et de juste paddle. pour pas t'embêter trop là-dessus, mais t'avais une question qui était un peu là-dessus. Micro. J'ai un adhérent qui demande ce que tu envisages pour l'avenir. Est-ce que tu as déjà des pistes, des envies, des choses? Ouais, alors des envies, j'en ai plein. C'est souvent, c'est bien, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Pardon. Exactement. Non, j'ai pas encore dessiné mon projet de l'année prochaine. Dans un an qu'on est à la fin du mandat actuel. Voilà, j'ai pas fermé de porte. J'essaye plutôt d'en ouvrir aujourd'hui pour choisir. Donc je vais pas vous faire de scoop. Mais voilà, j'ai pas envie totalement de quitter l'environnement qu'on peut qualifier de politique, même si c'est un peu négatif quand on le dit comme ça. Pourquoi ? Parce que on est dans un moment. Non, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le ton, mais on est dans un moment démocratique assez lourd, assez grave, dans un contexte international hyper dur, et aussi en France où je trouve qu'il y a des dangers importants qui menacent des valeurs fondamentales, en tout cas les valeurs qui sont les miennes. Et en même temps, c'est difficile de partir en disant on verra ou que les autres se démerdent. Voilà, mais il y a aussi, je pense que c'est aussi sain de ne pas faire tout le temps que ça. Donc voilà, je suis un peu dans cette réflexion-là. Et puis dans les opportunités qui vont se présenter à moi. Donc j'étudie différents scénarios. J'ai pas fait de choix définitif, mais c'est une partie importante de mon temps de cerveau disponible. En ce moment. de l'après. Et c'est ça qui c'est stimulant aussi dans la vie. C'est quand tu fermes un gros chapitre et que d'un coup, entre guillemets, tout est possible. Et que tu repars presque à zéro. Et je pense que tous ceux qui entreprennent de manière générale, c'est le kiff aussi de démarrer des projets et de repartir sur des nouvelles bases. Tous les 3 ans, on repart sur un... Si tu veux parler, Hugo, tu parles au micro. Je suis désolé. Oui, par rapport à ça, c'est vrai que nous, on change d'activité tous les 3 ans. On est passé du Ouais, c'est bar des à cycles vin au courts. bar de nuit, au restaurant, au padel.
Et dans 3 ans... Le paddle, je pense que c'est un cycle pour le coup assez long. Le paddle, pour le coup, si on parle d'entrepreneuriat, c'est très stimulant parce que tu sais que tu es sur une activité qui est en plein boom. Tout le monde s'y intéresse. Ouais. Toi, tu joues, nous on joue tous et on adore le sport. Donc tu te lances sur un projet où à la fois économiquement, ça peut être intéressant pour toi pour vivre. Et en plus de ça, tu lis ça à ta passion, et je pense que quand tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux, c'est magnifique. Et c'est ce qui nous emmène, merci Hugo d'avoir fait le lien avec les projets et le paddle. Le paddle à Paris, on est quelques-uns à avoir réussi un petit peu entre les gouttes sur un projet éphémère par-ci, un petit one-shot par là. Nous, ici, de terrain, les gens le savent, on avait communiqué là-dessus que c'était aussi un projet éphémère, que dans 2, 3, on espère 4 ans, on sera toujours là, mais en tout cas, c'est pas voué à être pérennisé. Évidemment, il y a la densité urbaine, il y a le coût du foncier, parce que tout projet n'est pas viable aussi à Paris. Quand bien même on nous dirait tu peux y aller, oui, mais à quel prix ? Donc le développement du paddle à Paris intramuros, parce que l'Île-de-France est bien fournie et continue, c'est un vrai sujet. Et je crois que c'est même un vrai sujet pour vous, mais vous avez essayé à la mairie de vous tordre un peu la tête dans tous les sens, et les pistes, elles font pas légion. Et le sujet, c'est pas le paddle. Le sujet, c'est la disponibilité du foncier à Paris. Et voilà, le fond, il est là. C'est aujourd'hui une pratique qui marche, qui a un modèle économique, qui a des joueurs ou des joueuses en tout cas un lot de clients ou de pratiquants potentiels importants. Voilà, c'est un sport urbain qui marche bien, qui a besoin d'une flexibilité, ce que propose le paddle. Il y a un côté collectif, ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, notre difficulté, effectivement, c'est de trouver du foncier disponible ou de transformer des terrains. Je pense à ça parce que le paddle, à ma connaissance, est rattaché à la Fédération française de tennis. Oui. Il y a aussi, de manière historique, des terrains de tennis qui, à mon avis, peuvent être optimisés dans leur utilisation pour peut-être transformer certains terrains de tennis en terrains de paddle. Donc je pense qu'il y a un travail là-dessus à faire, et après d'optimiser certains espaces temporaires, comme c'est le cas ici, 2, 3, 4 ou 10 ans. Parfois, parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne à Paris. On a entre des programmes urbanistiques denses, parfois des vacances urbaines, comme on dit, et qui peuvent être occupées par des terrains. Il y en a deux, c'est le cas aussi à d'autres endroits dans Paris. Et puis, il y a des projets de construction globale. Il y en a un dans le 18e, à côté de la nouvelle Adidas Arena, qui va se faire. Il y en aura un dans le 20e, puisqu'on va faire une cité des sports aussi là-bas. Donc, dans les nouvelles pratiques, le paddle a aujourd'hui trouvé une place. Ça, c'est évidemment clair. Mais la demande, elle est là, elle est présente maintenant. Donc, notre difficulté, c'est de trouver du foncier dispo dans lequel tu peux faire une opération temporaire, voire définitive. Mais dans la définitive, il faut que ce soit dans un ensemble, parce que le foncier est tellement cher, tu le disais, que tu vas pas faire juste deux terrains de paddle en achetant le foncier, parce que le modèle ne fonctionne pas. Il faudrait 10, 15 terrains. Ouais. Donc voilà, c'est toutes ces contraintes. On essaye de trouver des solutions, y compris en innovant un peu sur des modèles qui n'existaient pas jusque-là. Donc il commence à y avoir une offre qui n'est pas suffisante, mais il y a une offre. Parce que il y a 4 ans, il y avait 0 terrain. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu en as quasiment à toutes les portes. Enfin, voilà, de Paris, tout doucement. Il commence à y en avoir, et je pense que ça va effectivement continuer à se développer. Et en même temps, mais je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Maintenant que le paddle a trouvé un peu un enracinement, même s'il n'est pas suffisant, et on me casse la tête, pardon, mais on me parle du pickleball tous les matins. Ah, le pickleball, c'est... On dit, le pickleball, le sport de demain, machin, comme on me disait le paddle il y a 10 ans. Alors, les avis sont mitigés là-dessus. Le pickleball, pour moi, il y a une première chose qui va dans ce sens-là. C'est que le pickleball, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. C'est moins bruyant, il faut moins de surface, il ne faut pas 7 mètres de hauteur, c'est moins coûteux. Donc le pickleball a cette facilité de pouvoir être installé sur n'importe quel terrain de badminton, peu ou prou. Ouais. Donc le pickleball a cette facilité, je trouve, d'infrastructure. Après,
Et il cartonne aux États-Unis. Je crois qu'il y a beaucoup plus de Pareil, pratiquants. Aux États-Unis, c'est la folie. Maintenant, de ceux qui jouent au paddle et au pickleball, qui ont un peu joué sur les deux sports, t'as une profondeur de jeu au paddle que t'as pas forcément au pickleball. Et en fait, le paddle, ce qui est fou, c'est, comme on disait tout à l'heure, tu joues une fois, tu captes que, ah ouais, déjà tu penses que t'es un génie. On se disait ça sur le poker. Tu penses que si tu bosses un peu, ça y est. Et du coup, ça te prend tout de suite. Et c'est bon. T'as joué une fois, tu vas jouer 10 fois. Logiquement, il y a très peu de gens qui jouent une fois qui disent moi c'est bon, j'ai plus envie de jouer. Là où le pickleball, peut-être que t'as moins ce phénomène-là. Mais c'est sûr que ça arrive, le pickleball très fort. Et nous, on a des projets futurs où on va insérer du pickleball. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une variable que tu peux avoir quand t'as pas la place de mettre un terrain de paddle en plus. De pouvoir glisser un petit pickleball ou glisser un badminton, parce qu'en fait c'est la même surface. C'est plutôt pour nous, en tout cas dans notre modèle à nous, un complément plutôt que le cœur de notre projet, puisqu'on s'appelle paddliste. Ouais, tout à fait. mais t'as raison, tout le monde parle de pickleball. Donc, écoute, on reste nous. C'est une équation qui est compliquée à Paris. Hein. Ça concerne pas que le paddle, c'est pour ça que je vous disais ça. Ça concerne quasiment toutes les pratiques sportives qui ont besoin d'espace supplémentaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore élargir le périphérique. Voilà, donc on travaille aussi avec des communes limitrophes de Paris. On essaye de mutualiser des choses. On essaye de mieux utiliser les établissements scolaires. Ce qui est aussi un sujet, parce qu'il y a beaucoup d'espaces sportifs dans les établissements scolaires. Mais à 18h, là où tout le monde a besoin d'avoir des espaces sportifs, c'est fermé. Voilà, on travaille pas mal là-dessus. Et puis, on essaye d'optimiser les espaces vacants ou en transition pour essayer de trouver un modèle et une offre sportive qui répondent à la demande. C'est assez frustrant, mais c'est pas les mêmes problèmes que lorsque tu es dans un environnement un peu plus rural ou périurbain, où là tu as de l'espace et donc ton modèle c'est comment tu fais venir les gens. Nous les gens ils sont là, c'est comment tu fais venir et où tu mets la structure. Ça, où tu les cases. C'est un peu ça l'enjeu. Voilà, mais donc là-dessus, je crois avoir envoyé tous les signaux nécessaires pour essayer à la fois aux opérateurs et à la fois à ceux qui font de l'urbanisme, de l'immobilier, pour essayer de s'adapter à ces contraintes. C'est sans doute imparfait, ça l'est toujours. Mais voilà, en tout cas, la volonté, elle est là et on essaie d'optimiser tout ce qu'on peut. Ce qui est intéressant, en tout cas pour nous, c'est que ça nous demande d'être extrêmement créatifs. Parce que à notre échelle, en plus, nous, on n'est pas un grand groupe. Tu vois, on fait les choses de manière assez artisanale, en fait. Et du coup, on est au taquet, on est à l'écoute et on va réussir à se mettre peut-être là où d'autres vont pas aller en étant persévérant. C'est du boulot, c'est du lobbying, c'est tout ça. Hein. Tu l'as vu? Je l'ai vu, ce que j'allais dire. Non, mais je l'ai vu, mais c'est vrai. Après, c'est aussi comme ça que tu deviens un entrepreneur qui réussit. Faut rien lâcher. T'en as plein qui abandonnent. Voilà. Et puis, il y a des contraintes. Tout est toujours compliqué. On est dans un milieu normatif qui nous protège de plein de choses, mais qui du coup rend les projets un peu, pour les entrepreneurs parfois compliqués à comprendre qui décide de quoi, comment, quelle est la norme, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans son projet, etc. Mais voilà, moi j'ai été témoin de votre force de détermination à sortir le projet que vous avez sorti. Il n'est pas simple et on en parlait même en arrivant. Sur un projet comme le vôtre, où il y a des choses à régler encore en approche, en visibilité, en plein de choses, et ça prend du temps, et quand on est à l'échelle de l'entreprise, entre guillemets, c'est toujours trop long. C'est pas les mêmes rythmiques, c'est pas les mêmes dynamiques. Après, l'avantage, c'est qu'en effet, le paddle est en tel boom, avec un tel vivier à Paris, que pour le coup, même si ça prend du temps, tu sais que derrière, tu as la récompense parce que tu sais que ton club il va fonctionner. Donc ça, c'est plutôt aussi cool de se dire j'ai pris du temps, mais derrière, ça en valait la peine. Donc nous, on reste à l'écoute. On vous donne, d'ailleurs, juste pour info comme ça, à la fin, on se réunira tous les trois et on vous donnera une petite exclue. Il y a une petite exclue, il y a quelque chose qui arrive sur Paddlist. On vous balance la petite cacahuète juste après. Pierre, merci beaucoup. On a, je crois, brossé plein de sujets. On a bien brossé. On a bien brossé. Merci déjà pour ta transparence, pour ta disponibilité d'être venu nous voir. T'as répondu à tout. Il n'y a pas de langue de bois, Claire. Très sympa, très dispo, c'est chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est toujours aussi, je le dis souvent quand j'ai l'occasion de le faire, ça arrive pas souvent dans les médias traditionnels parce que
En fait, on n'a pas de temps, on te pose une question, tu as un temps de réponse très court, etc. Ce format, il est intéressant parce que tu as le temps de rentrer un peu plus dans le fond des choses et de parler de manière un peu plus posée. Et ça, c'est aussi précieux dans les temps qui sont les nôtres, où une nouvelle en chasse une autre, une personne en chasse une autre, et une idée en chasse une autre parfois. Et bravo de faire ça, parce que c'est pas forcément votre activité centrale, mais je trouve que c'est bien d'associer de la pratique et un autre contenu, et voilà, pas forcément pour moi, mais je trouve que ça correspond au lieu que vous avez créé ici aussi. C'est ça, c'est l'idée de pouvoir aussi échanger. Il y a plein de gens qui nous ont dit ouais, votre truc et tout, vous voulez pas le faire plus court. Aujourd'hui, les gens, ils ont un temps de cerveau de 5 minutes. Bah non, nous on assume en fait que ce soit un peu long, qu'on puisse rentrer un petit peu plus en profondeur aussi et mettre un petit peu de nuances. Donc merci beaucoup Pierre. Merci Pierre. On a mangé de l'aioli. On a bien Hugo, mangé. Bravo. De l'anchoyade. Oh, putain, j'ai dit quoi? Oui. Parce que c'est très fort en Ah, c'est vrai qu'on a dit aioli depuis tout à l'heure. On dit aioli. l'anchoyade. Merci beaucoup et puis à bientôt sur notre prochain projet. Voilà. Juste vous, la prochaine, la fois où je vais venir jouer, pas aujourd'hui, parce que je sors de la mairie et j'ai pas pris le matos, et puis je dois aller voir PFC Clermont. Ah oui, bien, c'est Charletti. c'est à côté, 20h, t'es pas loin. Je suis pas très loin. on vient avec toi. Oui, C'est parti. Bah, vous auriez dû me dire, on aurait pu organiser Ah ouais, ça. merde. Mais la prochaine fois, je vais venir jouer. Ouais. Vous prendrez quelques photos quand même. On se fait une petite Pour partie. témoigner. Ouais, carrément. Merci beaucoup Merci à Pierre. tous. Merci Salut, d'avoir les gars. accepté notre invite. Merci. Prochaine fois sur les terrains de paddle. Et les amis, dès que Pierre nous a quittés temporairement, on se retrouvera bientôt. On vous fait la petite annonce, l'exclu. T'as vu comment c'est pro? Regarde Cam, t'as vu un peu? Tu sais teaser, toi. Ouais, je sais teaser, ouais. Allez. Quelle émission. Voilà, c'était long beau encore une moment. fois, mais moi j'aime bien passer du temps avec nos invités. Pierre Rabadan, bavard comme moi. Je me suis cogné le nez sur le micro, mais en même temps, je pourrais passer des heures à l'écouter. Vous en avez pensé quoi, les gars, de ce moment? Très bien, très agréable. Parle dans le micro, si tu veux ouais, parler, c'est toujours pareil. Hein. Toujours parler un peu. Non, très bon moment avec ce monsieur sportif de haut niveau. Moi, j'adore écouter ça, écouter les histoires, Stade Français, JO, etc. Superbe. Ouais. Non, c'était génial. Et puis en plus, il a bien aimé ce que j'ai préparé. Alors là, T'as eu un 8 sur 10, alors attends. c'est pas mal. Non, on s'est régalé. On serait bien resté bien plus longtemps, mais après, ça dure trop pour vous qui voulez vous coucher, dormir. En tout cas, nous, on a une petite annonce exclusive à vous faire. Parce que le petit frère / petite sœur de Padéliste Bercy arrive. Et oui, en région Bretagne. mes Oui, amis. nous partons en Bretagne, nous partons en Finistère Sud. Exactement, dans la jolie ville de Quimper. Où absolument, nous serons sur la route de Bénodet, entre Quimper et Bénodet. C'est une région attractive, dynamique, du tourisme, c'est magnifique, l'eau est translucide. Il manque 4-5 degrés, on a appelé la Ils mairie. arrivent, tu sais, le Voilà. réchauffement climatique fait que d'ici 5-6 ans, ce sera la Côte d'Azur, les amis. Bah, évidemment, on va y être comme des rois. On vous en dit plus très bientôt pour suivre les avancées de ce projet Padéliste Quimper. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Hugo. C'est toujours pareil, vous nous retrouvez à chaque épisode. L'Instagram, tac. Il est là, suivez-nous. Plus Team on est Padéliste. nombreux, plus on a de poids, plus on a des invités, plus on a... je me perds. Il sait même plus ce qu'on a. Non. Mais l'intérêt, c'est que pour vous, c'est hop, un clic, que vous suivez nos actus, vous suivez nos tournois. Quand on fait du docu, quand on fait du podcast, c'est Team Padéliste. Donnez-nous de la puissance. Et surtout, on ouvre un petit frère, une petite sœur à Quimper. Il y a d'autres sujets. Est-ce que tu as donné la date? Est-ce que tu as... Non, mais je t'attendais. La date, c'est quand? On arrive début juin, ça arrive très 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 vite, 2025, c'est là. C'est très très vite les gars, vous allez pouvoir venir jouer à Quimper. Bien sûr, donc à Quimper, c'est comme on aime, c'est-à-dire un petit club à échelle humaine. Et vous allez venir vous marrer à Quimper. Il y a d'autres sujets, mais on peut pas en dire trop. Non, en gros, mais on est actif. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'on Oui, est actif. bien sur sûr. toute la France. Partout. 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 S'il y a une occasion, tac, on la prend. Si on y t'as va. un entrepôt, t'as un terrain, t'as un rooftop, t'as un parking, t'as quelque chose, Pas des listes. contacte-nous, pas des listes, on est prêt à dérouler. En attendant, le petit rosé. Ah non, c'est de la bière. J'ai changé de contenu dans le contenant. On est bon, les amis, pour cet épisode numéro 5. Merci encore à Pierre Abadan. Merci à nos partenaires.
Alpine. Alpine qui nous suit évidemment, c'est notre partenaire de cœur, c'est le naming du terrain central ici à Padelliste Bercy, Paris 12e. Merci aussi. Hop là, Padel Référence. On rappelle padelreference.com et on a même un code promo. Padeliste 10. Padeliste 10 pour avoir 10% de réduction sur le site. Allez-y, n'hésitez pas. Il y a des raquettes, Oui, il y a des balles, oui. ils ont tout ce qu'il faut pour un joueur de padel. C'est là-bas, à des prix défiant toute concurrence. Absolument. Et avec un algorithme génial où tu mets tes caractéristiques et ça te sort la raquette qui est la plus adaptée à toi, à ton budget, à ce que tu cherches. Donc, Padel Référence, c'est magnifique. Nous, on se retrouve dès ce soir, dès demain, ici en direct du club. Et puis, dès le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et à bientôt dans Padeliste d'une manière ou d'une autre. Ciao, ciao, ciao. Et je veux le générique et on part en dansant.